dans ce sujet plusieurs entrées. Parce que signifie être de gauche? Tout de suite, on pense à plein de choses. À l'histoire, à l'avenir, à des errements, voilà. Donc il y a quand même, qu'est-ce que ça veut dire être la souveraineté des peuples, quand on a vu ce qui s'est passé notamment cet été avec l'affrontement du peuple grec et la Troïka. Il y a la question de l'émancipation humaine, quelle liberté ont les gens pour ne pas subir, voilà. Donc ça c'est aussi une entrée. Il y a la place des citoyens et des citoyennes et le rôle des partis politiques dans cette gauche que l'on invente, dans cette façon de faire de la politique. Il y a comment évidemment ouvrir une autre perspective à gauche, et donc c'est l'avenir pour nous que nous devons aborder. La lutte des classes aussi, la lutte des classes est-elle dépassée? C'est un débat qu'il y a. La République, la nation aussi, une idée neuve. Pourquoi est-elle neuve et pourquoi elle appelle justement avec les institutions à travailler sur une 6e République? Ce qui sous-tend bien entendu, quel avenir pour la gauche anti-austérité, quel verrou à faire sauter, quels atouts et quel potentiel à faire vivre pour réussir à créer un rapport beaucoup plus fort, beaucoup plus influent en faveur de la construction d'une alternative de changement. Et dans cet objectif, justement, et dans cette visée, déployer des offres politiques diverses, variées, permettant aux citoyens d'être acteurs, décideurs, de plein pied, en tout cas dans cette construction. Alors, on va commencer par Alexandre Dumont, qui va introduire la discussion sur les questions économiques, la lutte des classes est-elle dépassée, et en rapport avec ce qu'on a vécu au moment de la Grèce, mais aussi en quoi le peuple grec a eu affronté la Troïka dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, ça sera au tour de Karen qui va venir sur la question de l'émancipation humaine. Donc, il va parler aussi des libertés et des moyens qu'ont les gens de s'émanciper face aux dominations, quelles qu'elles soient. Troisième intervenant, ça va être Franck Boulle, c'est République et Nation, est-ce une idée neuve? Enfin, Bernard va aussi prendre la parole sur la question de la gauche, quelle gauche? La gauche de renoncement, la gauche de combat. Donc, gardez bien à l'esprit, et ce sera le commencement de mon intervention, il n'y a pas d'alternative au libéralisme, c'est ce qu'a dit un peu Nevers et les propos que toi tu as parlé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose si on ne part pas en termes libéraux. Qu'est-ce que ça veut dire, termes libéraux? Vous avez un refrain qui circule, le refrain n'est pas de moi, c'est les économistes comme Stiglitz, Krugman qui le disent, c'est qu'à partir du moment où depuis 1973, aucun gouvernement en Europe et surtout en France, vous n'avez pas de voté de budget en équilibre, c'est-à-dire que vous avez une dette qui grossit, on ne peut rien faire sauf rembourser la dette et soit augmenter les prélèvements obligatoires ou faire tout pour réduire comment pourrait-on dire, tout ce qui alourdit le coût du travail, pour dégager des marges de bénéficiaires aux entreprises pour pouvoir relancer la machine économique. Ça, c'est la base. Ce n'est pas d'alternative au niveau de la dette. Il faut la détruire, c'est-à-dire il faut la réduire et pas avoir de dette économique, toujours avoir des budgets excédentaires, avoir le strict zéro absolu, c'est-à-dire pas plus de charges que de dépenses, et surtout qu'il faut lutter pour avoir le coût du travail le plus bas possible. Ça, c'est ce qu'on a vu actuellement, et vous avez un exemple hier avec les négociations sur la retraite, l'ARCOLA et la deuxième caisse. C'est-à-dire qu'on fait un cadeau aux entreprises dans le sens où on a l'impression qu'ils vont mettre la main à la poche pour, on va dire, alléger la dette des caisses de retraite. En revanche, Manuel Valls l'a dit, et ça a été confirmé par le mouvement des entreprises de France, il va y avoir des aides aux entreprises avec des allègements de cotisations sociales sur, par exemple, les accidents de travail. Dire politique du gouvernement actuel, c'est de se priver de l'arme budgétaire. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour réduire les politiques budgétaires à une politique budgétaire monétaire, c'est-à-dire à une politique de l'offre, soutenir les entreprises, et pas de politique de la demande pour soutenir en fait la consommation. Ça, c'est le premier point sur lequel il faudra revenir tout à l'heure tous ensemble.
Deuxième point, lorsqu'on voit la comparaison entre dette et coût du travail, c'est la dette publique est-elle insoutenable? Troisième point, vous avez l'Europe. L'Europe est-il un carcan? Ça, Françoise en a parlé un peu rapidement. Mais la question à se poser, c'est est-ce que les normes européennes, la législation européenne est-elle un carcan à l'État pour pouvoir utiliser toutes les armes dont il a besoin pour apporter le bien-être aux citoyens, tout un peu l'État-providence. Vous avez une évolution entre 1957, date de la Constitution de la CE, et maintenant, avec une volonté aussi des dirigeants européens en fait, de réduire le poids de l'État pour éviter en fait, que celui-ci pénètre dans toutes les strates de la société. Les nationalisations en 1945, voilà les nationalisations en 1980. Est-ce qu'actuellement on pourrait faire la même chose en 2015 et au-delà, ce qui s'est passé en 1980 lors de l'alternance? Après, le quatrième point sur la lutte des coûts et la lutte contre la dette, c'est savoir qu'est-ce qu'on entend par redistribution. Et la redistribution, c'est l'une des trois allocations qui est dévolue à l'État, enfin une de ces trois fonctions, et à savoir si quelle sorte de redistribution l'État pourrait faire entre les revenus, on va dire, les plus importants et aux moins importants. Je vais m'arrêter là. Merci. C'est sur la dette qui peut être le TSCG. Vous avez Alstom avait été nationalisé à 100%, pratiquement 100%, je crois de mémoire, à 97,8%. Merci. En revanche, ce qui avait été présenté à la Commission européenne, au commissaire chargé de l'économie, c'était de dire on nationalise afin d'éviter un désastre industriel et aussi parce que Alstom était une entreprise stratégique. Financière, donc dans quelle mesure ça ne serait pas une possibilité justement de contrebalancer ces évasions fiscales Quand on dit aux gens, mais il faut être réaliste, raisonnable, il faut s'y faire, de toute façon, serrez-vous la ceinture, il n'y a pas d'autre choix. On voit bien que quand même avec l'explosion. Il y avait une poussée du libéralisme dans la jurisprudence de la communauté européenne, jusqu'en 2008, à partir du moment où l'Europe étant au bord de l'abîme, il fallait quand même que l'État ou les États financent et sauvent les entreprises. Non, mais pour faire le lien des préoccupations des gens et l'analyse qui vient d'être donnée, je crois qu'il faut qu'on voit cette espèce de relation dialectique entre quatre choses. L'austérité, l'emploi, la dette et le développement économique. Je crois que les gens ont besoin d'avoir une espèce de schéma, de compréhension et d'action pour voir qu'ils sont liés, puisque l'austérité n'entraîne pas le développement, n'entraîne pas bien sûr le développement de l'emploi, et ces choses se répercutent sur le plan financier. Et l'inflation, on oublie toujours l'inflation, mais l'inflation, ce que je disais tout à l'heure, c'est la possibilité en fait de faire perdre sa valeur à l'argent. Et c'est la possibilité aussi pour quelqu'un qui a peu de revenus de pouvoir s'acheter quelque chose. Aujourd'hui, je vais introduire sur l'émancipation de l'humanité, comprise pour moi comme l'affranchissement de toute forme d'oppression, et aujourd'hui je la déclinerai sous 4 points: la défense de la liberté, l'émancipation de la femme, l'émancipation de la jeunesse comme gage pour l'avenir, la réaffirmation de la laïcité, et puis un 5e point pour terminer, c'est l'affranchissement par rapport au marché. Et donc dans tous les cas, il s'agit de l'émancipation de l'homme. Alors en ce qui concerne l'humanité, la liberté, quels enseignements de l'histoire on peut retenir? J'en retiendrai 3, qui sont très nombreux. Des hommes libres avec l'abolition de l'esclavage. Je reviendrai sur l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août 1789, comme héritage de la Révolution française et du principe d'égalité qu'il faut perpétuer. Libérer l'humanité des oppressions de la guerre, qui malheureusement est encore d'actualité. Deuxième point, donc il est prouvé que l'émancipation de la femme a apporté le progrès à l'ensemble de la société.
quand il y a eu des avancées pour les droits de la femme, il y a eu des avancées de façon plus générale. D'abord politique, au nom du principe d'égalité, elle a le droit de citer, et donc en premier celui de voter. Aujourd'hui, plus qu'hier, c'est son indépendance économique par le travail et financière par le salaire qui garantit son émancipation. Aujourd'hui, l'émancipation des droits de la femme est en panne. Dans certains pays, certains droits régressent. Donc la question que je pose, c'est comment relancer l'émancipation juridique, économique et politique de la femme aujourd'hui, à la fois en France, en Europe. La jeunesse comme gage pour l'avenir. L'émancipation de la jeunesse doit se faire par l'instruction que lui doit la société et l'État, mais également l'accès à la culture pour former des citoyens conscients et capables de faire des choix, et notamment des choix politiques, leur donner des repères, des outils pour comprendre le monde qui les entoure aujourd'hui, et ce monde qui est très complexe, et où ils ont besoin en fait de faire des choix, de comprendre, même s'ils ont à leur portée de multiples outils d'information. Donc pour cela, il faut donner les moyens financiers et humains aux établissements publics et laïques pour recevoir tous les enfants, les adolescents et étudiants, c'est-à-dire toutes les classes d'âge, de façon à les libérer de la logique de marchandisation de l'instruction imposée par la globalisation aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a une forte pression de marchandisation sur l'instruction. Et elle n'est pas simplement à l'échelle de la France, elle est à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle mondiale. Donc il s'agit de remettre en avant le savoir, la pratique de la langue dans n'importe quel pays, et de réaffirmer les idées universalistes des humanistes et des Lumières, notamment celles des Lumières qui ont fait les valeurs universelles de la France. Je reviendrai sur l'émancipation de l'humanité par rapport à la religion. Elle passe, me semble-t-il, par la réaffirmation de la laïcité, au nom de la liberté absolue de la personne. Comme l'affirme Jean Jaurès, il faut préserver la liberté de conscience. Dans tous les cas, comme l'affirme Patrick Weil, l'État dans ces questions-là, c'est-à-dire les questions qui touchent à la religion, doit rester neutre. Donc aujourd'hui, la religion revient sur le devant de la scène comme une réponse à la crise et à la dérive de la société individualiste. Donc en fait, dans ce milieu, dans cette société individualiste, eh bien, certaines personnes vont chercher des réponses dans la religion, mais par contre, des fois, quelles réponses elles y trouvent? Donc ici, le rôle de la gauche doit être de dénoncer toute domination de la vie publique par n'importe quelle religion, et donc défendre sans cesse la laïcité. Par rapport au marché, par rapport à la finance, je comprendrai à la fois l'émancipation des citoyens et des ouvriers. Au XIXe siècle, il y a une émancipation des ouvriers par rapport aux patrons. Aujourd'hui, l'émancipation par rapport au marché et à la finance. Depuis le XIXe siècle, le rapport de force est passé par la grève, par les manifestations, mais dans ce cas-là, l'oppresseur était identifié, c'était le patron. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui dans notre société, comme dans le travail. Et donc la question que je pose, c'est comment identifier le marché et la finance comme oppresseurs? Quelles sont les clés pour comprendre, pour les identifier? Et donc, comment à partir de là, reconstruire un nouveau rapport de force? Puisqu'apparemment, la grève, la manifestation semblent des moyens non pas dépassés, mais en tout cas qui ne fonctionnent pas. Pas assez, enfin, on pourra développer là-dessus. Donc, comment? Certainement par une information objective, mais objective, je le mets entre guillemets, peut-être par une éducation populaire, mais je pense qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Je pense que les assemblées citoyennes y travaillent d'une certaine façon. En tout cas, on essaie. Voilà. Pour conclure, avant de vous laisser la parole,
Donc, j'emprunterai ma conclusion à Marie-Jeanne Sauret, qui est un psychanalyste, qui analyse et qui dit que la logique de la globalisation, c'est-à-dire globalisation de la société, de l'économie, de la pensée, pousse les sociétés vers la droite, un individualisme face au marché. Et donc, ce qui défait toute pensée collective et qui pousse l'électorat vers la droite, et donc qui entraîne une perte de voix pour la gauche émancipatrice. Donc voilà, donc je lance les questions. On a plus le droit de faire ci, on a plus le droit de faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Je veux dire, c'est ressenti par les gens comme une oppression. Et encore, moi j'ai eu la chance de bosser dans les entreprises où c'est pas particulièrement difficile. Mais, les gens s'en foutent. Et pourtant, ils devraient s'intéresser, ils devraient sortir dans la rue, ils devraient gueuler, mais c'est pour ça que ça marche plus. Les gens s'en foutent, franchement. Et on les pousse à plus réfléchir. Je crois que quelque chose par rapport des grèves et des manifestations au niveau national, je crois que c'était le retrait du CPE. Mais bon, depuis, il y a quand même, au niveau local, il y a plein d'endroits, plein d'entreprises où il y a quand même des actions, des grèves qui sont enclenchées, qui vont donner des résultats. Donc tant qu'on peut avoir... On ne voit pas la différence entre pour monsieur tout le monde, entre un homme politique de gauche ou de droite. C'est-à-dire, par exemple, au présidentiel, il va y avoir X candidats qui se présentent, parce qu'il y a des petits jeux de conserver des trucs. Donc, à l'échelle d'une génération, parce que moi, c'est pareil, je commence à prendre de l'âge, et donc, c'est sûr, moi j'étais jeune dans les années 80, je pensais qu'on pouvait changer le monde. cette insécurité est vitale pour le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Après, par rapport aux syndicats, je pense, c'est que les syndicats, qui n'ont pas réglé un problème, il leur arrive un autre à régler. Et qu'il est difficile de le faire entendre. D'autant plus difficile de répondre à un monde qui change énormément à l'heure actuelle, et où même ceux qui ont lancé cette nouvelle économie n'ont même pas les réponses. La commande était, oui, c'est vrai, sur les institutions de la République, mais moi j'ai voulu un peu élargir le débat. Parce qu'en fin de compte, je pense que la République n'est indissociable de la nation. 16 heures. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi aussi ce thème? Parce qu'en fin de compte, avec mes petits camarades, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on assiste à une préemption de la droite de ces deux notions. D'abord, l'UMP est devenu les Républicains. Donc ça, c'est quand même un événement qui est très important dans la vie politique. C'est-à-dire qu'un parti politique préempte les valeurs de la République à son profit. Voilà. Après, le deuxième événement, c'est les propos de Nadine Morano. Je pense que vous les avez tout en tête. Que la nation française est de race blanche et de culture judéo-chrétienne. Enfin, je ne sais pas, mais je crois que cette dame-là n'a jamais lu les discours de la Révolution française, ni la Constitution. Bon, mais j'y reviendrai. Alors, comme tout professeur d'histoire-géographie, je vais faire un peu de déformation professionnelle, je vais revenir aux fondamentaux. Voilà. Donc, la nation et la République sont deux notions qui sont indissociablement liées depuis la conception, c'est-à-dire depuis la Révolution française. C'est-à-dire que les révolutionnaires français ont pensé la nation comme une république et la république comme la nation. Donc maintenant, il faut que je m'explique. Donc la république est une notion de gauche, parce que ce sont les forces de gauche qui l'ont porté la république. Que ce soit en 1792, quand ils ont abattu la monarchie, ou même en 1870, quand ils ont mis fin à l'Empire. Les révolutionnaires de 1792 ont conçu la République comme indissociable de la nation. La République est la nation et la la République. Je vous conseille la lecture de l'article 2 de la Constitution de la Ve République. La République est une et indivisible. Vous avez vu, vous, un régime politique qui est un et indivisible. Ça veut dire qu'en fin de compte, on peut remplacer nation par République. Et là, c'est compréhensible. La nation est une et indivisible, puisque la nation, c'est le regroupement des citoyens. Or là, ce n'est pas la nation qui est employée dans l'article 2 de la Constitution, c'est le mot République. Parce que justement, nation et République sont les deux côtés d'une même face, enfin d'une même pièce, quoi. Voilà. Donc, Jaurès avait très bien compris qu'il disait la France,
est une nation politique. Voilà. Donc je pense que c'est un mot qui résume tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en France, sans politique, la France n'est rien. En 1848, on n'est pas allé plus loin, mais la République se voulait universelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était pas seulement la République française, mais on voulait qu'en fin de compte, le monde entier, les peuples du monde, se réunissent autour de la République française, une sorte de fraternité universelle. Et donc, c'est en cela que notre République française est aussi universelle. Depuis 1871, il y a deux conceptions de la République qui s'affrontent. Une conception minimaliste. La République se résume aux droits politiques du citoyen, à la démocratie délibérative. En fin de compte, on vote pour un individu qui va gouverner à votre place. Et qu'en fin de compte, le citoyen n'a que des droits politiques. Et puis, face à cela, on a une conception maximaliste de la République. Donc, on doit donner des droits économiques et sociaux pour qu'on puisse mettre en place l'égalité et la justice sociale. Donc, vous avez compris que je rejette la notion de race, le repli sur la race, le repli sur l'ethnique, parce qu'en fin de compte, bien entendu, la République et la nation française, c'est une République, une nation universelle. Donc la dimension universelle, elle est indispensable pour faire fonctionner notre République et notre nation. Donc les questions qui se posent sont multiples. Donc d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est retrouver les valeurs de la République? Donc l'universalité, l'égalité, la justice sociale. Est-ce que c'est suffisant pour faire face aux défis du XXIe siècle? Donc, comment la gauche peut-elle récupérer la République et la nation à son profit? Et donc, bien entendu, le combat des valeurs est-il suffisant et comment doit-on le mener? Deuxième série de questions, la question des institutions se pose. Donc, on sait pertinemment que la République, la Ve République est à bout de souffle. Donc, se pose la question de construire une 6e République. Donc, bien entendu, la question des institutions et de la manière de les faire fonctionner et de la place que l'on doit donner aux citoyens dans ces nouvelles institutions sont centrales. Est-ce qu'on peut continuer à fonctionner sur une démocratie délibérative où, en fin de compte, le citoyen donne son pouvoir à des hommes politiques, professionnels, et qui font, en fin de compte, qui gouvernent à la place des citoyens? Enfin, troisième série de questions, alors elle est un peu comme un grain de sel, mais je pense qu'elle est importante, c'est la question écologique. Parce que justement, est-ce que justement la question écologique ne serait pas le levier pour sortir de l'impasse, pour remobiliser les citoyens, pour que justement la République sociale puisse se réinventer dans cette dimension écologique. Voilà. Et moi, j'ai relevé ce qu'a dit Copé il y a quelque temps. Il était alors président de l'UMP, qui a déclaré « Il y a en France une tentation de remettre au goût du jour la nuit du 4 août, dont il faut se débarrasser. » Ouais, simplement, je dis, même sur le débat de la République, de la 6e République, je pense que déjà nous, il faut, même s'il y a certainement ça a son importance, mais en tout cas, moi j'aurais besoin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut demain, quel schéma de société on veut expliquer aux gens ou défendre. Est-ce que c'est un asservissement du capitalisme qu'on défend? C'est-à-dire le capitalisme est nécessaire à partir du moment où il est dominé? Ou alors on est sur un autre schéma de pensée, une autre société, etc. Et les révolutionnaires, et ça c'est ce que disait Marx, mais on ne parle pas faire des réflexes, ce qu'il a oublié, enfin ce qu'eux n'ont pas vu, c'est l'égalité économique. Ils ont eu simplement l'égalité de droit. Oui, tout à fait. Et c'est ça le bac qui blesse de 89 et toutes les conséquences qu'on a actuellement. Mais la gauche, c'est plus exactement être de gauche, est souvent une question que nous posons et que nous posons en portant une appréciation souvent empreinte de notre sensibilité, notre expérience et de notre parcours personnel et politique qui nous est propre. Être ou ne pas être de gauche, voilà la question.
Souvent, nous avons l'habitude de définir la gauche et la droite selon la position dans l'hémicycle, on l'a évoqué tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, et des partis qui la composent, et la gauche par les partis dits traditionnellement progressistes qu'ils représentent, et par voie de conséquence l'opinion publique qui les soutient. Donc, c'est à travers cette représentation politique nationale, qui est donc l'espace du pouvoir, que se définit la gauche. La gauche est définie traditionnellement dans le camp du progrès. Le peuple de gauche est une opinion publique qui soutient les partis de gauche. La gauche n'est rien d'autre qu'une notion politique, mais elle n'est pas sociale. Ne peut-on pas avancer 3 éléments que je qualifierais d'essentiels? La gauche ne se définit que par opposition à la droite. Les valeurs et postures qu'elle recourt sont un enjeu de conflit en son sein. Et en France, la tradition marxiste joue un rôle central dans ces conflits. Les facteurs d'aujourd'hui aiguisent les conflits. On en a parlé tout à l'heure. Depuis la fin de l'Union soviétique, la fragilisation du Parti communiste français et de la tradition marxiste. C'est le tournant libéral du Parti socialiste et des sociodémocrates européens, allant jusqu'aux alliances avec la droite. Et depuis 2012, un gouvernement qui se réclame de la gauche fait face à une opposition qui, elle, s'en réclame aussi. Les débats sur les frontières de la gauche tels le Parti socialiste est-il encore de gauche? Ses renoncements et sa dérive vers plus de politique libérale ne l'excluent-ils pas de la gauche? Ne sont abordés que par le Parti communiste français et ses alliés, peu dans l'ensemble de la gauche, ces questions-là. Depuis les années 70 et l'offensive libérale du socialisme européen, d'autres divisions traversent la gauche, dont l'enjeu est de tenir à distance l'héritage révolutionnaire et marxiste de la gauche française. Peut-on vraiment penser la gauche sans le Parti communiste français? Prenons les mots et termes employés au sein de la gauche elle-même. Extrême gauche, deuxième ou troisième gauche, gauche radicale, sont utilisés pour permettre l'exclusion de forces et d'idées de l'accès au pouvoir. Prenons l'extrême gauche, le terme extrême gauche. Les extrêmes se rejoignent. Front National, la gauche radicale. Gauche radicale, elle est considérée comme dangereuse, à cause de sa radicalisation, soit dit en passant, à l'opposé d'une gauche de gouvernement ou gestionnaire, justement propre à exercer le pouvoir. Mais comment? En excluant le Parti communiste français et plus largement le projet communiste de l'espace de la gauche, et d'autre part, intégrer le choix libéral dans une tradition de gauche. Le projet du Parti socialiste depuis 2012 est de substituer, par l'émergence d'une troisième gauche, la construction d'un projet de société qu'il qualifie de décente, à contrario d'une société dite idéale. Substituer à la traditionnelle stratégie d'alliance à gauche la promotion de celle avec le centre. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, la question, le PS, le Parti socialiste, est-il de gauche? C'est un débat de plus en plus récurrent au sein des forces qui composent le front de gauche. C'est une question pas tant d'identité qu'une question stratégique et tactique. Si on parle du choix stratégique, faut-il tenir un discours de rupture ou de rassemblement? Si on parle du choix tactique, est-il encore possible de s'allier avec un parti socialiste pour les élections? Le débat porte sur la délimitation homogène des frontières des alliances possibles, donc des frontières de la gauche. Attitude visant à figer les frontières pour rompre avec le Parti socialiste et l'exclure de la gauche, ou, enfin, stratégie des deux gauches, donc refus de l'alliance. Ou la stratégie fondée sur des accords programmatiques, pour imposer une définition de la gauche par des contenus sans figer les clivages. Ce choix implique les alliances à géométrie variable, celles qu'on a pu constater lors des différents scrutins précédents, dépendant du contexte et du contenu de l'accord. La stratégie des deux gauches, sur le plan tactique, a le mérite de la clarté et d'une communication rapide et simple. Le risque
et de retomber dans la division ancienne de la gauche, de gouvernement, et gauche radicale, avec un risque de marginalisation plus grand à terme. En France, pour l'instant, il n'y a pas deux gauches se disputant l'hégémonie, mais une gauche homogène, faisant les frais de la politique gouvernementale. C'est comme ça qu'elle est perçue par les gens. Par ailleurs, en Europe, les évolutions de la lutte contre l'austérité, avec l'exemple Syriza en Grèce, révèlent l'instabilité des frontières qu'on vient d'évoquer, les possibilités de mouvement à gauche. Elles montrent, et il n'y a pas que Syriza, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, le Royaume-Uni, elles montrent que rien n'est figé, qu'il n'y a pas de droitisation sur laquelle il ne serait pas possible de revenir. Une autre question, voulons-nous être de gauche? Différents mouvements contradictoires sous le prétexte de refonder la gauche passent par sa division et par sa marginalisation durable d'une des deux gauches. Ne devrions-nous pas plutôt revendiquer notre appartenance à la gauche, aussi bien par la réactivation des références historiques, Front populaire, Conseil national de la résistance, programme commun, et d'autres luttes, et d'autres avancées, que par l'emploi récurrent du mot gauche pour en définir notre stratégie et notre projet, tout en tentant d'en imposer une nouvelle définition. Une nouvelle définition? Notre projet du Front de gauche se positionne comme un projet de gauche et même vraiment de gauche, par opposition à une gauche qui déçoit parce qu'elle se trahit. Voulons-nous être de gauche? Autrement dit, dans notre stratégie de conquête, est-il encore efficace de se réclamer de la gauche? Première question. La construction d'un programme de gauche calquant les propositions de la social-démocratie peine sans nouveau levier vers un changement de société. Deuxième question. Voulons-nous être de gauche? Ou non, voulons-nous être la gauche plutôt? En gros, 50% de la population par opposition à la droite, ou bien 99%, c'est l'exemple des indignés en Espagne. En d'autres termes, comment allons-nous traiter dans le débat démocratique ce qui échappe au clivage gauche-droite et l'abstention? C'est une question déjà posée au moment du traité européen de 2005. Est-ce, c'est intéressant, est-ce le nom, enfin je trouve, est-ce le nom de classe qui nous intéresse, concernant ce nom de 2005, ou portons-nous la voix et le mécontentement de tous ceux qui ont dit non? Il ne suffit pas d'invoquer le peuple de gauche, car rien n'est assuré que le peuple soit de gauche, ou qu'il le soit sans le savoir, comme M. Jourdain. Est-ce une illusion, le mot gauche? Quand on est de gauche, on défend la classe ouvrière. La revendication d'appartenance à la gauche, pour nous, s'accompagne toujours d'une bataille sur le contenu de classe. Abandonner la référence à la gauche aujourd'hui serait très coûteux. L'usage récurrent du slogan tel que, je prends l'affiche là, quand on est de gauche, on vote non pour le traité de 2005. Ou quand on est de gauche, on est du côté des salariés. Ou quand on est de gauche, on taxe la finance. Participe à donner ce contenu, mais les résultats pour l'instant, malheureusement, restent limités. Pour l'instant, ce qui divise la gauche sont les questions économiques. Par contre, les questions sociétales clivent le débat droite-gauche. On l'a largement évoqué tout à l'heure. Et enfin, la gauche se rassemble pour la défense des libertés individuelles, mais pas souvent pour celles des salariés. Cette situation permet de se rassembler sur des combats communs entre, alors là, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais entre libéraux libertaires, et réduit l'opposition de gauche et droite à un champ possible d'opposition, entre un libéralisme libertaire et un libéralisme autoritaire. Tout ceci, alors c'est la gauche et la droite évidemment, tout ceci renforce le consensus sur la situation du système capitaliste. Et je conclurai donc par dire comment sortir de ce piège, rendre plus encore audible notre projet L'Humain d'abord et son actualisation, afin de devenir le programme de la gauche. Une articulation entre une majorité sociale, les 99% évoqués tout à l'heure, la classe ouvrière et une majorité politique, et enfin la gauche. L'expérience des années 20 jusqu'aux années 70, ça a été une expérience. Elle a été aussi une déception. On peut le dire, elle a été une déception. Les lendemains qui chantent, à un moment donné, n'ont pas chanté.
C'est-à-dire que la lutte des classes ne fait pas partie de leur ligne politique, c'est ça le fond, ça va. Et pour passer au concept de gauche, pour moi, le concept de gauche, c'est un concept qui est un peu un concept fort, on peut mettre ce qu'on veut, et du reste, tout le monde a tendance à mettre ce qu'on veut. Pour Macron, il est de gauche. Macron considère que c'est un homme de gauche. Nous, on pense être à gauche. Tout le monde pense être à gauche. Donc c'est pour ça que tu as raison de dire que c'est un concept auquel il faut bien dire ce qu'on entend par là. C'est quoi être de gauche ?